Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je vous retrouve pour vous parler d'un sujet santé dont on nous a fait un pataquès sur les médias, notamment en parlant beaucoup du chocolat bio qui causerait problème à cause de sa teneur en cadmium. Et là aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux, je vais vous donner mon avis. Là aussi, je vous avoue que j'en ai pas parlé plus que ça, publiquement en tout cas. J'en ai beaucoup parlé en message privé ou sur mes groupes avec mes élèves par rapport aux questions qui m'étaient posées. Mais ça me semblait tellement comme le nez au milieu du visage, en fait, cette affaire, où tout d'un coup les médias s'attaquent au chocolat bio, alors qu'en fait, il est évident que le gros problème, c'est les engrais phosphatés. Donc apparemment, c'est pas très clair pour tout le monde, donc c'est pourquoi j'y dédie un épisode. Alors pour un rappel express, parce que je pense que vous l'avez beaucoup entendu, le cadmium c'est un métal lourd qui est très utilisé pour ses propriétés industrielles, mais qui est aussi extrêmement toxique, reconnu par les autorités sanitaires françaises européennes comme un cancérogène du groupe 1, ça veut dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'il favorise les cancers, et il crée plein d'autres problèmes pour la santé. Alors déjà, l'exposition humaine se fait surtout par l'alimentation. On va voir tous les aliments en détail tout à l'heure. C'est là qu'on va avoir des problèmes rénaux, donc ça peut être un dysfonctionnement du rein ou alors une maladie rénale chronique. On va avoir des cancers et les plus courants à cause du cadmium seraient celui de la thyroïde, du foie, du pancréas, les cancers digestifs de manière générale. On va aussi avoir le cancer du poumon pour les personnes qui fument, parce qu'en effet, le cadmium aussi nous provient des inhalations, que ce soit des poussières industrielles, mais ça peut être aussi de la fumée de cigarette, qui est la cause numéro 1 pour les fumeurs d'exposition au cadmium. On peut avoir de la fragilité osseuse aussi, donc ça va être de l'ostéomalacie, la déminéralisation, de l'ostéoporose ou des fractures. Et on observe aussi avec l'exposition au cadmium des troubles de la fertilité et des troubles du développement neuronal chez l'enfant. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Alors maintenant, si on veut savoir où est-ce qu'il y en a, je trouve très intéressant d'identifier quelles sont les industries qui utilisent beaucoup le cadmium, parce que ça vous permet de faire des choix conscients aussi par rapport à ce que vous achetez, par rapport à ce qui contient du cadmium, parce qu'il y a souvent des alternatives qui sont plus écologiques, plus respectueuses aussi de notre santé. Et le tout, en fait, c'est de savoir où il y en a pour limiter l'achat de ce genre de produits. Ça peut aussi vous intéresser si vous avez des proches qui travaillent dans ces secteurs industriels, histoire d'être informé. Donc déjà, on a ces fameuses batteries nickel-cadmium, d'accord. C'était ce qu'on utilisait principalement au niveau mondial. 70% des batteries, c'était du nickel-cadmium. Il y a eu une réglementation en Europe qui a été votée en 2023, mais qui a été mise en vigueur que cet été, août 2025, et ça ne concerne que le grand public. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est encore éclairage de secours, système d'alarme, équipements médicaux, système de sécurité, aéronautique, ferroviaire, certains véhicules électriques, qu'ils soient anciens ou industriels, contiennent toujours ces batteries à base de cadmium. D'accord. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, surtout qu'on va voir que c'est un métal lourd qui s'accumule et qui reste durant des siècles en fait dans les sols. Donc moi la question que je me pose c'est que quand ces batteries elles fonctionnent plus, comment est-ce qu'on les élimine en fait? Comment est-ce il n'y a pas de recyclage pour ce genre de choses. Et c'est là où c'est un vrai problème aussi pour l'environnement. Ensuite, on retrouve aussi ce cadmium dans tout ce qui est revêtement métallique parce que ça protège de la corrosion. On va en avoir dans les pigments parce que ça donne une couleur très vive. Donc tout ce qui est pigment très jaune, jaune citronné, orangé, rouge que vous avez dans vos peintures, que vous avez dans les céramiques, que vous pourrez retrouver aussi dans certains plastiques. C'est d'ailleurs instabilisant aussi le cadmium pour les plastiques. Vous en retrouvez, alors là c'est vraiment quelque chose de très spécifique, mais dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires, mais aussi dans les alliages qu'on a par exemple dans les fusibles. Donc ça, c'est l'industriel. Maintenant, il y a naturellement du cadmium dans la Terre, dans la croûte terrestre de la Terre. Sa concentration elle va être augmentée, par exemple, par la combustion des énergies fossiles. Mais on va aussi avoir des très grandes concentrations de cadmium dans les sols quand on utilise dans l'industrie conventionnelle, dans l'agroalimentaire et dans les cultures conventionnelles des engrais minéraux phosphatés. En fait, lorsque ces engrais sont épandus, ça va libérer progressivement et sur le long terme ce cadmium dans les sols qui va se propager. Et c'est une fois qu'on a ces sols contaminés qu'on va avoir du cadmium qui va remonter dans les racines des plantes, jusqu'aux plantes, jusqu'aux graines. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des céréales, donc notamment le blé en France pour nos pains, tous nos produits de panification, les pâtes, le riz, toutes céréales confondues en fait, qui sont cultivées de manière conventionnelle. Les pommes de terre, les patates douces, les betteraves, tous ces légumes racines en fait vont en être gorgés. Et ce qui s'ajoute à ça, c'est que puisque le cadmium se propage dans les sols et dans les eaux, eh bien les animaux qui sont nourris et abreuvés avec ces eaux contaminées, mais qui sont nourris alors soit avec du soja OGM qui vient d'Amérique latine en grande majorité, soit avec des céréales qui sont riches en cadmium, eh bien on va retrouver dans leurs produits laitiers ou dans leur viande
du cadmium aussi. Donc c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'ampleur du problème. Alors je disais précédemment que le cadmium ne se dégrade pas, il met des siècles pour se dégrader et je pense qu'on ne sait même pas en fait si on sait vraiment s'en débarrasser. Maintenant ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du corps humain, il se stocke entre 20 à 30 ans. Et le problème, c'est que le corps en élimine une très petite partie, donc ce qui veut dire que si vous consommez une quantité de cadmium aujourd'hui, vous en aurez éliminé que la moitié d'ici 20-30 ans. Et pour les personnes qui sont très exposées, en fait, cet effet cumul peut durer jusqu'à 40 ans aussi. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on est tous contaminés. Alors, voyons justement quels sont les aliments qui en sont le plus riches, là où il y a le plus de concentration. Les tout premiers, ce sont les abats. On va surtout avoir les rognons, le foie de bœuf, les abats de mouton, de porc, parce que le cadmium s'accumule dans ces organes. D'accord ? Donc là, c'est le plus élevé. On va avoir les mollusques et les crustacés, donc les huîtres, les palourdes, les moules, les calamars, les crabes. On va avoir dans les algues alimentaires, pareil, pas celles qui sont bio, pas celles qui sont faites dans des bassins d'eau douce, filtrées, purifiées, contrôlées. On parle vraiment des algues alimentaires qui ne sont pas labellisées bio. Dans les graines et les oléagineuses, donc notamment les graines de lin, de tournesol, de pavot, on va avoir du cadmium dans leurs enveloppes. Dans le cacao, alors c'est là où on a eu ce gros phénomène. Alors c'est intéressant parce qu'alors typiquement, on considère que pour le cacao, notamment plus il y a de cacao, plus il y a de cadmium, donc le cacao en poudre ou le chocolat noir 70% et plus, on a 0,8 mg par kilo de produit. Donc ça c'est le cacao. Mais par exemple, pour les abats ou pour les mollusques ou pour les algues, on est à 1 mg par kilo. Mais alors là, on ne nous a rien dit, hein. Il n'y a pas du tout eu de débat là-dessus, voilà, mais en tout cas, il y en a. Il y en a aussi dans certains champignons, parce que les champignons sont un petit peu les algues de la terre, en fait, ils viennent aussi nettoyer les sols, donc on peut en retrouver. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que selon l'Agence nationale de sécurité alimentaire, ce ne sont pas ces aliments qui créent le plus de problèmes. Parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous consommez au quotidien. Je doute, surtout pour ceux qui écoutent ce podcast, que vous mangez des abats matin, midi et soir ou 100 grammes de chocolat par jour. D'accord ? Par contre, il y a des produits, on a vu précédemment les céréales, les légumes racines, les légumineuses, qui sont en fait riches en cadmium. Alors ils ont peut-être une concentration plus basse, mais par contre on consomme beaucoup de ces produits-là. On a tous quasiment du pain tous les jours, des pâtes, du riz, des produits de panification, tout ce qui est muffins, viennoiseries, gâteaux, biscuits, toutes ces choses-là en fait vont contenir du cadmium. Si c'est dans ces terres, si ça a poussé dans ces terres qui sont contaminées. Idem pour les pommes de terre, les légumes feuilles également vont en avoir, donc les laitues, les épinards, les choux. Les légumes racines, donc je vous parlais de la betterave tout à l'heure, mais ça peut être les carottes, le céleri rave par exemple. Et puis les légumineuses, haricots, pois chiches, lentilles, etc. Donc vous voyez, il y a énormément d'aliments. Et là, en fait, ce qui m'a rendu dingue quand il y a eu ce scandale sur le cacao bio, c'est qu'on s'est attaqué au cacao, mais du coup les gens forcément font l'amalgame en disant tu vois, finalement ton truc bio c'est complètement pourri, alors que la réalité du problème et de ce qui contamine, là je vais juste parler de la population française, mais on pourrait vraiment élargir, c'est avant tout les produits de l'industrie conventionnelle, ce qui a été cultivé avec ces engrais complètement pourris en fait. Et on voit bien que c'est une guerre qui est imbattable. Parce qu'encore dernièrement, quand il y a eu 2 millions de signatures pour un produit absolument dégueulasse, le produit est passé quand même. Donc en fait, c'est très important de se rappeler que, et je pense que je vous le répète sans cesse dans plein d'épisodes, notre pouvoir réside dans ce qu'on va acheter. Notre manière de voter, c'est notre manière de consommer. Et ça m'a marqué il y a des années de ça, en 2012, je vivais à Paris et j'avais des sachets de la Biocoop, je crois. En tout cas, c'était clairement un magasin où c'était écrit bio sur mes sachets. Et un homme m'a arrêté dans la rue en me disant mais est-ce que tu es sûr que ce que tu manges c'est vraiment bio et est-ce que tu es sûr que c'est vraiment meilleur pour ta santé? Je sais plus, il m'avait sorti un truc comme ça. Et je lui avais dit ce qui est sûr, c'est que je fais le choix déjà de donner mon argent à des personnes qui ont la conscience et qui décident de ne pas polluer la terre. Mais même si toutes les terres sont contaminées, je vais donner mon argent à des personnes qui vont faire en sorte de ne pas aggraver le problème. C'était vraiment ça, en fait, pour moi, ce qui compte le plus. Parce que oui, au final, on pourrait tout à fait se dire, ouais, mais de toute façon, maintenant, tout est contaminé. Alors, c'est quoi? C'est foutu pour foutu, en fait. Alors, foutu pour foutu, tu sais quoi? Ramène-moi un bon gros bol de popcorn à base de maïs OGM, et puis on va mettre un bon plat de pâtes avec bourré de cadmium, et puis tout le monde sera content, en fait. Donc, voilà, vous avez compris, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut agir? Et en effet, c'est un problème qui est grave, mais qui est un problème propre à notre société, propre au fait qu'on est
absolument pas gouverné par des personnes qui privilégient la santé. Il faut vraiment se rappeler qu'au-dessus des gouvernements, il y a les lobbies. C'est la réalité, hein, d'accord? Juste pour un petit rappel, depuis 2010-2011, l'OMS nous le dit, tant qu'on n'aura pas vaincu la guerre contre Big Food, Big Pharma, Big Alcool et Big Tabac, je veux dire, au niveau des lois, on sera limité. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'à cette même période, donc en 2012, je mangeais déjà végétarien, je mangeais bio, je mangeais sans gluten et je consommais des produits, des boissons végétales à la place du lait. Et c'était une galère. Enfin, à part aller en magasin bio, c'était pas possible. Mais par contre, passé 2016-2017 surtout, j'ai commencé à voir se développer tous les produits, les laits végétaux, les alternatives végétales, etc. Alors je dis pas que c'est la bonne qualité, mais en tout cas, il y a des alternatives industrielles qui ont été proposées. C'est là qu'il y a des pièges. C'est que quand on compare, je vous en parlais ces derniers jours sur le lait végétaux, des marques comme Alpro avec plein d'additifs, et puis des marques qui mettent 1 ou 2 ingrédients, on voit que, encore une fois, il faut savoir lire les étiquettes, il faut un minimum de formation en nutrition pour vraiment faire les bons choix. Mais en tout cas, la manière dont on va consommer va créer une demande, et vous inquiétez pas que les industriels vont nous le proposer. Si on commence tous à boycotter des produits absolument dégueulasses pour notre santé, peut-être qu'un jour ils se bougeront. On est de plus en plus à réaliser que c'est pas normal qu'on ait une étiquette verte avec un label bio, c'est surtout le label bio en fait qui fait aussi qu'on paye plus cher d'ailleurs, sur nos produits. On devrait avoir une tête de mort sur les produits qui contiennent des pesticides et des engrais dégueulasses et non l'inverse en fait. Mais ce non-sens-là, si on n'agit pas, ça va perdurer. Et j'entends et je comprends et je le vis aussi que ça demande de faire des choix parce que clairement ça coûte plus cher. C'est une réalité. Donc c'est aussi pourquoi, pour ma part, dans IG Nutri, j'enseigne le fait qu'on n'a pas trop le choix que d'apprendre à végétaliser notre alimentation. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être vegan, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être végétarien, mais ça veut dire qu'on doit limiter la consommation de produits animaux pour des raisons écologiques. Ça, dans IG Nutri, il y a un chapitre complet et je crois que quand j'avais préparé ce chapitre-là, franchement, ça m'a miné, ça m'a vraiment miné. D'ailleurs, c'est assez fou parce que quand j'ai revisionné les vidéos de la formation, on voit que quand je filme ces vidéos sur l'impact écologique de nos choix alimentaires, je suis dep. Je suis pas, on voit que je suis pas bien en fait. On voit que j'ai pas la même énergie parce que ça m'avait tellement plombé de travailler sur ce sujet. En gros, il y a eu des rapports qui sont sortis en 2018-2019. J'ai réuni plusieurs rapports qui ont été faits à la fois par des industriels, par des experts de l'agroalimentaire, et des experts en santé humaine. J'ai plus les détails parce que ça date un peu, je l'ai fait il y a 5 ans. Mais voilà, il y avait ces rapports extrêmement complets. Et tout était passé au crible. Donc l'intérêt du bio, l'intérêt des labels, l'impact en fait de nos choix alimentaires, l'impact du transport des animaux, de leur hydratation, de leur alimentation. Et concrètement, franchement, c'est la mouise. C'est-à-dire que ce qu'ont conclu ces rapports, c'est que si on ne veut pas aller droit dans le mur par rapport à l'impact qu'a notre alimentation sur l'écologie, il faudrait que la planète entière, d'ici 2030, j'ai un petit doute sur 2030, mais je suis quasiment sûre que c'était 2025 ou 2030. Mes élèves pourront mettre un petit commentaire, ceux qui sont en plein dans ce chapitre-là, sous l'épisode de podcast. Mais d'ici 2030, la planète entière ne devrait consommer que 150 grammes de viande rouge tous les 10 jours, que 120 grammes de viande blanche tous les 5 jours, et au niveau des produits laitiers ou des œufs, c'est 1 par jour max, voilà, plus ou moins. Donc autant vous dire qu'on est complètement à la ramasse. Idem pour les poissons. Les poissons, c'était de mémoire 100 grammes tous les 5 jours, quelque chose comme ça, mais on est à des années-lumière de ça, en fait. Et on continue de consommer, et c'est ça, moi, qui parfois vient m'embêter quand on parle des régimes paléo, qu'on parle des régimes carnivores, qu'on fait la guerre aux plantes, les oxalades, les toxiques veggies. Ok, génial, mais qui, a les moyens d'acheter une viande bio, du poisson bio tous les jours, parce qu'ils arrêtent de consommer des céréales, des légumineuses, et qui consomment beaucoup plus de produits issus des animaux, qui a les moyens de faire ça? Et puis surtout, c'est pas du tout durable pour la planète. Donc c'est une vision alimentaire ultra élitiste, à mon avis. Et puis 2, c'est aussi une vision qui n'est pas du tout cohérente avec la réalité en fait de notre planète et nous, parce que si notre planète elle crève, breaking news, on disparaît aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment voilà, il y a du bon sens en fait à ramener. C'est ça en fait que je veux faire passer comme message, c'est qu'il y a du bon sens
à ramener. Et c'est important de se rappeler que voilà, il y a des choix à faire. Et là, on le voit, le problème du cadmium, et c'en est un parmi tant d'autres en fait, parce que il n'y a pas que le cadmium comme polluant, et on aura toujours ces problématiques. On le voit avec les pesticides, les herbicides et les produits à la mort moelle qu'on nous met sur nos aliments. Bon, il va falloir qu'on s'organise. Et pour ma part, même quand j'étais au SMIG, même quand je gagnais 800 € par mois, que je vivais en Italie, bah, c'était un choix pour ma santé. En fait, je mangeais sans gluten, sans produits laitiers, et j'avais la majorité de mon argent qui allait dans mon alimentation, qui allait dans mes activités sportives, parce que voilà, c'est ma santé avant tout en fait. Et c'est pas un sacrifice au final, parce que quand on le fait, on se rend compte qu'on est tellement mieux dans notre peau, qu'on a tellement plus d'énergie, qu'on est tellement plus créatif, qu'on rayonne en fait. Et donc ce rayonnement-là, ben, il nous nourrit, il nous élève, il nous fait du bien. Et je crois vraiment que dans tout processus dans lequel beaucoup de gens sont, en fait, on veut juste être en meilleure santé, ou alors on veut être mieux dans nos vies, ou on aimerait faire des choix qui soient plus cohérents avec ce à quoi on aspire. Ben, pour moi, c'est une spirale positive, c'est-à-dire que ça paraît bête, mais je l'ai tellement testé sur moi et sur des personnes que j'ai accompagnées. C'est quand vous commencez à faire des choix, par exemple, de mieux vous nourrir, ben forcément, il se passe quelque chose dans votre corps, dans votre énergie. Et à ça, j'ajoute le fait de se dire, ok, qu'est-ce qui va m'apporter du positif dans ma journée? Qu'est-ce qui va vraiment me faire du bien? Pour mon corps, pour mon esprit, mais aussi, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Est-ce que j'ai pas envie, par exemple, de me prendre 1 heure pour m'initier à de la peinture? Tiens, est-ce que j'ai pas envie de lire ce livre que je procrastine depuis des mois? D'arrêter une activité que je fais parce qu'en fait, on m'a dit de la faire pendant des années, en fait, ça me saoule et je vais faire autre chose à la place. Et en fait, ça vous amène, pour moi, à tout d'un coup, ça paraît tout bête, mais pourtant c'est tellement puissant, de reprendre le pouvoir, en fait, sur des choses de votre vie, de remettre de la cohérence, de remettre des belles fréquences, de remettre du positif. Et ça va vous attirer du positif aussi. Et vous savez, je vous parlais dans l'introduction de ce calendrier de l'Avent, je vous avais dit, je vous parlerai de la manifestation. Donc je ferai un podcast plus détaillé sur la manifestation et comment je l'ai vécue et comment je la vis encore aujourd'hui. Mais ça en faisait partie. En fait, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par me faire du bien et vraiment prendre des décisions et faire des choix alignés, cohérents, qui me font du bien sur tous les plans, à commencer par mon corps physique. Et ça m'a vraiment amené à avoir un shift dans mon énergie. Et ça a commencé en 2010-2011 quand j'ai déménagé en Italie. Donc voilà, j'ai fait une énorme digression, mais ça vous permet de comprendre aussi l'enjeu pour en revenir à dans quoi je mets mon argent. Qu'est-ce que je vais acheter? C'est là, en fait, que vraiment vous pouvez avoir un acte extrêmement important. Moi, j'étais la première avec les mégaphones, dans les manifestations, à passer voilà, à faire des pétitions, etc. Mais j'ai vite compris que c'est pas là que ça se jouait vraiment, et je trouve très puissant l'acte d'achat. Voilà, c'est dit, ce n'est que mon avis. Alors, pour en revenir à nos moutons, je fais une mini pause, je vais fermer le volet parce que j'ai le soleil qui m'arrive dans les yeux et je reviens. Me revoilà. Alors pour en revenir à ce que je disais précédemment, en conclusion, pour tout ce qui était aliments céréaliers, légumes racines et puis légumineuses, ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que même s'ils n'ont pas toujours la plus forte concentration par kilo, ce sont les aliments qui sont les plus consommés en plus grande quantité, et c'est en quoi ils deviennent la source majeure de contamination. Et ça, c'est pas Lisa Salis qui le dit, c'est l'ANSES. Donc voilà, au moins ça c'est clair. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce pataquès médiatique qu'on nous a fait sur le cacao, d'accord, où il y a un focus qui a été fait sur la concentration et sur l'origine du cadmium. Donc pour rappel et pour expliquer en fait ce qui s'est passé sur ce cacao, on s'est rendu compte qu'en effet le cacao avait une très haute concentration, parce que notamment le cacao bio, c'est pas tant le bio le problème, mais c'est que les industries du bio vont choisir des terres plutôt en Amérique latine, et ce sont ces terres d'Amérique latine qui sont plus riches en cadmium. Et le cacaotier a cette capacité à très bien absorber le cadmium et à le garder en fait dans ses fèves. Donc il est là le souci. Et puis plus le chocolat est noir, plus on a une concentration de cacao comme dans la poudre de cacao 100%, plus on va avoir de cadmium. Donc en effet, ça a été tout d'un coup, on nous a bassinés pendant des années à manger du cacao plutôt noir et bio, et puis en fin de compte, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas top. Et je trouve ça dommage, parce que les personnes qui vont pas aller chercher plus loin, elles vont en fait aller sur des chocolats qui sont industriels, qui sont avec des humidifiants à base d'OGM. Coucou, ici le soja, la lécithine de soja.
Et puis, souvent avec des cacaos qui sont plus sucrés, qui ont des produits laitiers dedans. Enfin, c'est trop dommage, en fait. Donc, c'est extrêmement important de remettre l'église au milieu du village et de se rappeler que non, il n'y a pas de problème par rapport à la dose de chocolat que vous consommez. Maintenant, si vous préférez vous prendre un chocolat qui n'est pas d'Amérique latine, qui n'est pas bio, mais qui est 70-80%, bah faites-vous plaisir, d'accord? Mais on ne va pas aller se mettre sur du Milka bourré de sucre et de lait. Enfin, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas ce que je conseille. Alors à ce stade, on pourrait aussi se demander pourquoi il n'y a pas eu de couverture médiatique concernant les produits de panification, les farines, les produits céréaliers, etc., vu la gravité du problème. On pourrait parler peut-être de conflit d'intérêts, clairement. J'ai pas les chiffres, j'ai pas fait les recherches sur ce sujet. Est-ce que Big Food est derrière? Peut-être, certainement, vu que c'est souvent le cas, mais bon, j'en sais rien. Ça, j'ai pas été chercher plus loin, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on n'est pas juste en train de parler. Là, les médias, en fait, je pense qu'on aussi peut-être fait un choix, c'est que le chocolat, c'est un produit exotique. C'est à la base un produit de luxe qu'on consomme peu, qu'on consomme en petite quantité. Or, si les médias avaient commencé à s'attaquer aux céréales, au pain, aux pâtes, au riz, ce qui veut dire, moi je pense aux mamans qui disent « Oh là là, mon gamin qui a sa brioche, qui a son croissant, qui a tous ses petits biscuits, ces trucs », tout de suite, ça aurait créé un effet de panique énorme. Donc, c'est là où il y a aussi une critique en fait à faire auprès des médias, c'est que pour moi, ils ne nous informent pas comme il faudrait, en tout cas pas tous. Ça demande toujours de faire beaucoup plus de recherches que ce qu'on nous sort sur les réels Instagram ou à la radio sur une chronique de 3 minutes 3. Il faut pousser en fait. Et c'est le problème général que je pourrais citer par rapport aux médias. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en couper. Pour ma part, je pense qu'il est extrêmement important de rester connecté, de savoir ce qui se passe. Mais malheureusement, ça demande du taf. Souvent, en fait, on est quand même obligé de comparer les sources, de chercher. Et puis moi, je le vois rien que dans le domaine de la nutrition. Quand je vois le paquet de bêtises qu'on nous sort, parfois c'est un peu déprimant, en fait, je l'entends. Donc c'est pourquoi l'invitation aussi pour moi, c'est de surtout pas vous plonger sur les buzz, d'accord? Quand il y a des buzz, quand on incrimine un aliment, quand tout d'un coup on dit ah c'est ça le problème. En général, hein, vous savez, quand on agite le drapeau rouge d'un côté, c'est que de l'autre côté de la pièce, il se passe des choses qui sont pas très très claires, d'accord? On vous dit pas tout. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Et puis, je pense aussi qu'il y a ce retard réglementaire sur les engrais. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème en fait sur le fait que ces engrais ne sont pas réglementés, qu'on continue d'utiliser tout ça en France, en Europe. Il y a des seuils maximaux qui ont été tolérés, mais alors là, il y a encore Big Food qui est derrière, et ça, on le sait pour le coup. Dès qu'on essaie de mettre des normes en place, il y a tous les lobbies qui s'y mettent pour essayer de limiter justement les limitations et qu'ils puissent continuer à vendre ce qu'ils ont à vendre. Donc tout ça, en fait, c'est un problème de fond systémique qui explique aussi pourquoi on en est là. Voilà. Alors, il y a une question qu'on m'a beaucoup posée sur le cadmium, c'est est-ce qu'on peut faire une détox? Et malheureusement non. C'est-à-dire que les détox de métaux lourds, c'est des choses qui sont en hôpital avec des très grosses contaminations. Donc par exemple, vous travaillez dans l'industrie, vous vous êtes intoxiqué, je pense à l'amiante, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, mais voilà, vous avez une grosse intoxication. Là, il y a des processus en fait, de chélation des métaux lourds qui sont faits en hôpitaux. Ce qu'on va avoir, par exemple en naturopathie, ou avec votre petit drainage ou détoxification hépatique, ça ne va pas le faire. C'est des processus qui sont extrêmement complexes parce qu'il faut savoir aussi que tout processus de détox va induire un largage des toxiques dans le sang, dans le corps. Donc ça peut avoir un effet très oxydant et donc aggravant, et c'est pourquoi ça demande d'être extrêmement encadré et de savoir ce qu'on fait. Ensuite, au niveau de la chlorella dont on entend beaucoup parler, ou alors toutes ces substances qui vont absorber les toxiques, le problème c'est que ça peut fonctionner que dans la lumière intestinale. Ça veut dire que si vous mangez des pâtes avec du cadmium dedans, mais que vous buvez un verre avec de la chlorelle, au même moment, la chlorella va absorber une partie des métaux lourds parce que c'est au même moment, vous le digérez, en fait, c'est dans votre bol alimentaire. Et quand c'est digéré au niveau de l'intestin, et bien là, en fait, il va y avoir une chélation qui va se faire et vous allez absorber moins de cadmium. Par contre, si vous vous dites « Ah bah tiens, je vais essayer d'éliminer mon cadmium que je cumule depuis 30 ans avec une petite cure de chlorelle », alors là, oubliez, ça ne fonctionnera pas, c'est complètement inefficace. Donc encore une fois, la seule manière de nous protéger, c'est la prévention. Et dans la prévention, j'entends, et vous vous en douterez, c'est d'éviter l'agriculture industrielle. C'est d'éviter de donner votre argent et d'acheter des produits qui viennent de l'agriculture industrielle parce que l'exposition au cadmium a explosé ces dernières années à cause de ces engrais phosphatés. D'accord ?
Et ça, il y a beaucoup d'études, je ne les ai pas là forcément citées dans le podcast, mais il y a des études qui ont été faites par le NNS il y a quelques années, mais aussi par Esteban, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder le rapport Esteban, et ça révèle qu'il y a vraiment eu une explosion en fait des apports en cadmium et du cadmium qu'on a retrouvé dans les urines des personnes qui ont été testées. Ensuite, forcément, en conséquence de ce premier choix, on va choisir des farines, des céréales, des légumes racines, ceux que vous consommez le plus souvent. Je ne dis pas qu'il faut tout consommer bio, mais les aliments que vous consommez les plus souvent, prenez-les soit chez un agriculteur que vous connaissez, qui a une agriculture qui est raisonnée, qui est plus consciente, qui est plus respectueuse de la terre, ou bio. D'accord ? Ça vous évitera en fait cet effet cumulatif parce qu'il est déjà de toute façon présent chez tout le monde. Ensuite, évidemment, on va modérer la consommation d'abats, de mollusques, de crustacés parce qu'on a vu qu'ils en étaient très riches. Et on consomme beaucoup plus facilement 100 grammes de mollusques, de crustacés ou d'abats que 100 grammes de chocolat. Donc pour moi, ce n'est pas le carré ou les 2 carrés de chocolat noir qui posent vraiment problème. Vous pouvez peut-être alterner, c'est aussi l'invitation, c'est peut-être pas de vous faire tous les jours un carré de chocolat, mais un jour vous faites des fruits secs avec des oléagineux, un jour vous faites un petit pudding de chia, et puis un jour vous faites un chocolat noir. Ok, vous variez. Et quoi qu'il arrive, pour tout ce qui est mollusques, crustacés, abats, on limite au maximum. On va bien sûr éviter l'exposition à la fumée de tabac. Ça, pour les fumeurs, c'est la cause majeure de contamination au cadmium. Et je pense aux fumeurs passifs. Moi, j'ai bossé pendant 7 ans dans la restauration durant mes études. Et à chaque fois, je me coltinais. J'étais la seule à ne pas fumer dans l'équipe. Et c'est véridique, j'étais la seule à me coltiner tout le temps le secteur fumeur. Petite pensée pour mes anciens boss s'ils m'écoutent. Et une fois, j'ai pété un câble. Je me suis dit, non, mais j'en ai marre en fait, parce que je respire la fumée de tout le monde. Alors que moi, à la base, j'ai rien demandé, je vais limiter ça, quoi. Et ça, c'est scandaleux. Donc c'est vrai que maintenant, il y a au moins les restaurants sont non-fumeurs. Mais je suis souvent effarée, surtout en France. Je trouve, mais qu'est-ce qu'on fume en France ? Dès qu'on est dans la rue, on respire la fumée de chacun en fait. Et là aussi, il faudrait qu'il y ait des réglementations à mon sens. Et je pense qu'on ne doit pas être gêné de dire avec gentillesse, avec respect à des personnes, excusez-moi, mais en fait, vous me gênez. Sur les terrasses, pareil, c'est important qu'on soit de plus en plus à dire, bah, faites des espaces non-fumeurs en terrasse. Parce qu'en fait, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, mais de ouf. Parce qu'en fait, l'été, vous allez à Paris ou je sais pas où, vous voulez vous mettre en terrasse, vous respirez la fumée de tout le monde en fait. Donc c'est pas juste. Quand je bossais dans la restauration, je me disais, mais ceux qui fument, ils se font 5 pauses dans la soirée. Moi, j'en ai une et elle dure 20 minutes et c'est juste pour manger, juste parce que je fume pas, en fait. Et ça, c'est pas normal, en fait. Donc, c'est aussi important d'exprimer, là où il y a des injustices, d'exprimer aussi notre besoin et notre envie de changement parce que c'est pour tout le monde qu'on fait ça aussi. Donc, ne pas avoir peur de dire les choses. Et puis, on va aussi, pour terminer, augmenter nos apports en antioxydants. Parce que l'air de rien, tous ces xénobiotiques, tous ces polluants, en fait, sont des produits chimiques qui créent du stress oxydatif dans notre corps. Et plus on va avoir une bonne protection antioxydante, mieux c'est. Donc, au niveau alimentaire, on va bien sûr penser à tous les fruits, tous les légumes qui sont très colorés, aux épices. Bon, vous connaissez la tambouille au niveau des antioxydants. Mais quoi qu'il arrive, on va toujours privilégier l'aliment, parce que l'alimentation est une matrice. Souvenez-vous de cet épisode que j'ai fait avec Anthony Fardet, où clairement le tout est plus que la somme de ses parties. Donc quand vous avez une matrice alimentaire, vous allez avoir un impact sur le corps qui, à mon sens, est encore pas tout à fait compris, d'accord, par rapport à la puissance que ça peut avoir. Et un supplément sera aidant, mais ne remplacera jamais l'aliment. Maintenant, au niveau des suppléments, des polyphénols, de tout ce qui va soutenir en fait le fait de lutter contre le stress oxydatif, on va avoir par exemple le Q10, on va avoir la quercétine, on va avoir l'acide alpha-lipoïque, N-acétylcystéine aussi. On peut faire un bilan complet aussi pour voir, vous pouvez demander à votre nutrithérapeute, à votre praticien de mesurer l'acide urique, le niveau de zinc, de cuivre, de manganèse, de sélénium, ce qu'on appelle le SOD-GPX. C'est des choses qui nous permettent de comprendre qu'on dose en fait et qui nous permettent de voir votre niveau de défense par rapport à ce stress oxydatif, sans oublier que vos capacités de défense de votre corps dépendent aussi grandement de la qualité de votre sommeil, de sa durée, du mouvement que vous faites. Alors l'idée, c'est pas de s'époumoner, mais c'est de faire du mouvement tous les jours, de la qualité générale de votre alimentation et bien sûr du degré d'exposition aux autres polluants. Et ça, j'insiste parce que j'en profite pour vous dire qu'il y a tellement de fois où on m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas une formation sur tel sujet ? Pourquoi tu ne fais pas une formation sur tel sujet ?» Mais parce que si déjà on n'a pas bien compris les leviers énormes, ça fait 85% du job de l'alimentation,
des bons apports en macronutriments, glucides, protéines, lipides. On en a besoin pour notre matière, pour nos os, pour nos muscles, pour ce corps physique. En fait, il faut déjà que dans ces macronutriments, on ait les bonnes quantités. Puis ensuite, les micronutriments, comment on reconnaît des déficits, comment on reconnaît des carences, tout ce qu'il y a autour des combinaisons alimentaires, des combinaisons thérapeutiques, des clés de longévité, de comment on régule notre pH, comment on régule l'inflammation. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on voit dans Nutri. C'est pourquoi, en fait, pour moi, ça commence par ça, en fait. Et je vous fais la promo Nutri. Alors, les inscriptions sont fermées. Rendez-vous septembre 2026, ou tous les mois de septembre, enfin, tous les septembre de chaque année, si vous voulez. Mais je vous dis ça parce que on en revient toujours à ça, au final. Si vous avez un sommeil pourri, que vous ne bougez pas, que vous ne mangez pas assez de protéines, que vous avez des carences en certains nutriments essentiels, et qu'à côté de ça, vous prenez un complément qui n'est peut-être pas forcément celui qui convient et que vous vous intoxiquez, je suis désolée de vous le dire, mais ça ne sert à rien en fait. Donc justement, je vous le disais tout à l'heure, toute cette étude de l'alimentation écologique, de l'alimentation holistique, de comment végétaliser intelligemment, comment limiter les toxiques dans notre alimentation et dans notre eau. Et là aussi, ça a été un chapitre qui m'a bien miné parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot et de compréhension à avoir sur l'eau. Et comment optimiser notre sommeil, notre circulation lymphatique, notre gestion du stress émotionnel, ça fait partie de comment on se nourrit sur tous les plans et c'est pour ça qu'il y a tout ça dans Nutri. Donc bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais c'est parce qu'en fait, si j'ai créé Nutri, c'est parce qu'à la base, il y avait un gros manque. On est tout le temps en train de faire des mini-focus sur plein de problèmes, mais sans jamais vraiment voir ce qui maintient la santé dans son ensemble. Donc, vous voulez éviter l'impact négatif de ces toxiques, prenez soin de votre santé. Et ça commence par ça, en fait. Ça commence par tous ces piliers-là. Ça commence aussi, je vous le disais hier, un système nerveux, etc. Je ne vais pas me répéter, mais c'est tout ça, en fait. Et après, on va aller optimiser. On va faire des analyses, on va prendre des compléments. Ok, étape par étape. Vous comprenez? C'est vraiment ça la logique, en fait, que j'essaie de vous transmettre épisode après épisode. Je suis désolée pour ceux que je saoule, parce que je répète beaucoup de choses, mais c'est fondamental, parce qu'en fait, on pose tout le temps les mêmes questions. Donc, oui, forcément, je répète. Voilà. Voilà pour ça, les amis. C'était finalement un épisode beaucoup plus long que ce que je pensais, mais bon, vous commencez à me connaître. Quand je suis lancée, je ne m'arrête plus. Je vous retrouve demain. Je pense que demain, on va parler de vitamine D, sauf si mon idée change entre-temps. Je vous parle avec ma petite lime qui avait sur mon bureau. Voilà. Je vous parlerai de vitamine D pour ceux qui ont la vidéo. Et en attendant, ne démoralisez pas. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est quand même pas simple, mais on a beaucoup de pouvoir aussi. D'accord? Donc, rappelez-vous de ce pouvoir-là. Et parlons-en entre nous. C'est aussi pourquoi pour chacune de mes formations, il y a des groupes WhatsApp. Quand il y a la communauté, vous pouvez écrire sous ce podcast, je veux dire, sous ces vidéos. Si vous avez besoin de soutien, si vous voulez connecter avec des personnes qui sont sensibles aussi à ces sujets-là, c'est aussi une bonne manière de sentir que vous n'êtes pas tout seul. Donc prenez bien soin de vous et à demain.